je représente en quelques mots Pascal Alfonsi, chef de service d'anesthésie à Saint-Joseph, qui a travaillé énormément sur la réhabilitation post-opératoire, qui est aussi vice-président du groupe GRACE. S'il a un peu de temps, il en parlera, parce que c'est un groupe de travail aussi qui mérite d'être mieux connu. Voilà, Pascal, à toi. Bonjour. Pour commencer, je tiens à remercier l'équipe du CNRD qui m'a convié à venir communiquer sur ce thème de la réhabilitation après chirurgie et de la mise en place de ce type de procédure. Donc en fait, je comptais vous présenter des résultats un peu plus complexes que ça, mais il s'est trouvé que j'ai pris mes fonctions à Saint-Joseph il y a très peu de temps et donc je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que je souhaitais faire. Bon, je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette intervention. Donc pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que la réhabilitation, il faut remonter il y a maintenant 20 ans. Et il faut voir cette publication qui a été faite dans une revue quand même assez célèbre, le Lancet, où simplement à partir de 8 patients, les auteurs ont réussi à publier cette série, plutôt modérée. Et en fait, la réhabilitation qui a été proposée là, c'était 4 paramètres. C'était une chirurgie du côlon par laparoscopie, associée à une analgésie péridurale thoracique. Et on mobilisait les gens le jour même de l'intervention, on leur donnait à manger le jour même de l'intervention. Et le fait d'avoir appliqué ces 4 paramètres de réhabilitation a permis à 6 patients sur 8 de sortir à J2 post-opératoire et les 2 derniers de sortir à J3. Alors ça peut vous paraître banal, mais à l'époque c'est apparu comme une révolution. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, la durée moyenne de séjour pour une chirurgie du côlon chez des personnes qui n'ont pas de comorbidité particulière est à peu près en France de 11 jours. Donc ça signifie qu'on a de la marge. Bon, ces résultats ont été confirmés par la suite, mais c'était juste le point de départ. Et donc en fait, le concept qu'a l'équipe de Kellett, parce qu'en fait c'est un chirurgien danois, Henri Kellett, qui avait mis en place ces protocoles, il partait d'un constat qui était connu depuis des années, qui était que d'opérer des gens, c'était une agression, que ça générait un stress, que ce stress entraînait des réponses neuro-endocrines inflammatoires, et que ces réponses-là, en elles-mêmes, ralentissaient la convalescence et pouvaient favoriser les complications, qu'en plus, il y avait des facteurs intrinsèques aux patients qu'on connaît bien, si le patient est diabétique, s'il est coronarien, s'il a un certain nombre de comorbidités, il est clair sa convalescence va être plus difficile qu'un sujet qui est jeune et bien portant. Et puis, en plus, ce qu'il disait, c'était que quand on voyait les pratiques, eh bien, en fait, nous, professionnels, que ce soit des chirurgiens, des anesthésistes ou des soignants, quels qu'ils soient, eh bien, on aggravait, en fait, les effets pervers de ce stress. On les aggravait comment? Parce qu'on ne donnait pas à manger aux gens, parce qu'on avait des règles de jeûne qui étaient tellement strictes que les patients arrivaient avec un réservoir énergétique complètement nul au bloc opératoire, qu'on ne leur redonnait pas à manger tout de suite, qu'on ne les mobilisait pas. Et donc, pour toutes ces raisons, en fait, on aggravait la situation. Et donc, il a défini qu'en fait, pour la réhabilitation, c'est très simple. C'est un parcours de soins, comme pour de l'ambulatoire. On définit, le patient, il a un programme qui commence avant l'intervention, immédiatement avant, pendant l'intervention et après l'intervention. Les objectifs de ce programme, c'est d'atteindre une autonomisation de ce patient le plus rapidement possible et bien sûr d'avoir, dans de l'evidence-based medicine, prévenir les complications. C'est aussi simple qu'injecter un antibiotique au bon moment, au début d'une intervention. L'impact, c'est clair, c'est que ça réduit la morbidité. Comme ça réduit la morbidité, ça réduit la durée de séjour. Et bien sûr, on augmente la satisfaction des patients. Alors comment ça se présente un programme de réhabilitation? On prend tous les items qui sont un peu négatifs. Donc l'anxiété, comme je vous l'ai dit, les facteurs intrinsèques au patient, la réponse, l'hypothermie, les nausées, vomissements, le jeûne, ainsi de suite. Et en face, on va mettre en place des procédures qui vont corriger et qui vont aider le patient à passer ce cap. Donc c'est de faire une éducation thérapeutique, informer le patient. Je vois que c'est valable à chaque fois, puisque ma prédécesseure, dans sa présentation, a bien dit qu'informer les patientes avant les procédures, c'était quand même déjà un bon moyen de réduire la douleur. L'optimisation préopératoire des patients, le sevrage, faire une chirurgie mini-invasive, maintenir la normothermie. Et puis, on voit bien aussi que dans les éléments fondamentaux, eh bien, il y a mobiliser, donner à nourrir et donner à manger aux patients le plus vite possible. Et quand on interroge des
des spécialistes de la réhabilitation. Donc ça, c'était un congrès ERAS. ERAS, c'est Enhanced Recovery After Surgery. Donc c'est un groupe international qui s'intéresse à la réhabilitation précoce. Ils avaient organisé un congrès. Ils avaient demandé aux intervenants et aux participants de classer, de noter de 0 à 11 les différents items. Et vous voyez que les principaux items, c'est de ne pas avoir de nausées. Ça vous paraît simple, mais ce n'est pas toujours simple. D'être mobile, de pouvoir se mobiliser facilement dans l'hôpital le plus vite possible et de manger et de boire le plus vite possible. Il n'y a rien de sorcier là-dedans, c'est-à-dire que c'est des objectifs relativement simples. On ne parle pas de paramètres hémodynamiques, de quoi que ce soit, non, on dit simplement donner à manger à vos patients, aidez-les à se mobiliser. Mais pour se mobiliser, c'est clair que, et manger correctement, il ne faut pas avoir de douleur au repos, mais il ne faut aussi pas avoir de douleur au mouvement. Et quand on leur demandait aussi parmi différents paramètres, qu'est-ce qui était le plus important, on leur disait, ils répondaient majoritairement que la mobilisation précoce était vraiment un des facteurs déterminants de réussir la réhabilitation post-opératoire. Alors, qu'est-ce qui se passe en France ? En France, quand on regarde l'étude de l'enquête nationale qu'avait faite Dominique Fletcher et son équipe il y a quelques années maintenant, en 2008, donc c'était un audit sur 1900 patients, ils avaient évalué la douleur H24. Globalement, les résultats sur l'OVA au repos étaient corrects, puisque la majorité, la moyenne était inférieure à 30 mm. Par contre, quand on regarde les EVA à la mobilisation, on est plutôt à 50 avec un écart type important. Ça signifie qu'en fait, aujourd'hui, en France, de manière générale, en post-opératoire, on gère plutôt bien la douleur au repos. Par contre, la douleur à la mobilisation, on n'en parle pas. Parce qu'en fait, dans notre imaginaire, on considère qu'un patient, en post-opératoire, il reste au fond d'un lit. Mais si on dit qu'il faut mobiliser ce patient pour pouvoir récupérer le plus vite possible, il va falloir qu'on investisse sur la douleur à la mobilisation. Et d'ailleurs, quand on regarde, c'était une enquête danoise, ils regardaient quels étaient les facteurs qui empêchaient un patient en post-opératoire immédiat d'une chirurgie de la hanche ou du genou. Qu'est-ce qui empêchait ce patient de sortir? Et on se rend compte que le premier facteur, c'est la douleur. S'il n'avait pas eu la douleur, ce patient serait chez lui. Donc gérer cette douleur de manière efficace permet de renvoyer les gens chez eux plus vite et à leur grande satisfaction. Les autres facteurs, c'était des nausées et c'était des vertiges et la fatigue. Alors, sur Saint-Joseph, on s'est posé la question, la même question, c'est pourquoi mon patient est toujours à l'hôpital après sa chirurgie. L'objectif, bien sûr, c'est de mettre en place un programme de réhabilitation adapté. Ça concerne toutes les spécialités chirurgicales. La réhabilitation améliorée, ça, c'est quelque chose qui est universel. Tous les patients sont concernés et toutes les opérations chirurgicales sont concernées. Et donc, notre objectif, en fait, c'était de faire une première enquête, d'évaluer quels étaient les facteurs d'autonomisation, comment on en était aujourd'hui à Saint-Joseph sur les facteurs d'autonomisation, de mettre en place des mesures correctrices ou des plans d'appoint d'amélioration et faire une deuxième enquête, bien sûr, à distance pour voir le résultat. Donc, avant de lancer la première enquête, on a décidé de faire une étude pilote parce qu'il nous a paru important que ce recueil ne soit pas évalué de manière que ce ne soit pas une hétéro-évaluation, mais que ce soit une auto-évaluation par le patient. Donc on a mis en place un cahier de recueil qui est donné au patient le lendemain de son intervention, sur lequel il va noter son EVA au repos, à la mobilisation, c'est-à-dire en passant de la position assise ou de la position couchée à la position assise, où il va évaluer le temps qu'il a passé hors du lit, combien de mètres il a fait, et également tous les paramètres sur l'alimentation. Donc l'objectif de l'étude pilote, c'était d'évaluer si c'était faisable de faire ça auprès de patients. Donc on a fait cette petite étude prospective, donc c'était sur une semaine. On a notre critère d'inclusion, c'était 10 patients opérés en chirurgie digestive, parce qu'on s'est dit là, on joue sur les deux paramètres, que ce soit la douleur, la mobilisation, ou que ce soit sur la reprise de l'alimentation, et qui restait au moins 2 nuits à l'hôpital Saint-Joseph en post-opératoire, c'est-à-dire ni l'ambulatoire, ni le patient qui passe une nuit et qui rentre chez lui le lendemain. Donc les paramètres, donc on a
paramètres évalués à l'évaluation, donc l'analgésie repos, mobilisation, le temps de mobilisation hors du lit, le nombre de mètres parcourus. Est-ce qu'il y avait des effets secondaires à la chirurgie, à l'anesthésie ou au traitement qu'on peut donner en termes de vertige, d'hypotension orthostatique qui peuvent gêner cette mobilisation? On a évalué également les paramètres concernant l'alimentation orale, donc la reprise de boisson, l'alimentation et l'existence bien sûr de nausées et de vomissements post-opératoires qui peuvent gêner cette reprise de l'alimentation. Alors sur la mobilisation, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on interroge les gens à J1, le lendemain de l'intervention, en termes de douleur, on est plutôt efficace. Si vous regardez, personne n'avait de douleur au repos, et la mobilisation, il n'y avait que 20% qui avaient un chiffre supérieur à 30 mm. Par contre, et ça c'est une donnée qu'on a un peu découvert, entre guillemets, c'est que quand on passe à J2, eh bien à ce moment-là, la douleur est plus importante, que ce soit au repos ou à la mobilisation. Sur la mobilisation, on se rend compte que bien que les gens n'aient pas mal, eh bien, il y en a 60%, il y a 40% qui ont passé moins de 10 minutes hors du lit. C'est-à-dire que globalement, soit ils sont restés allongés toute la journée, soit ils ont juste été jusqu'au fauteuil, point. Quand on regarde le nombre de mètres parcourus inférieur à 10 mètres, c'est-à-dire vraiment une courte distance, on se rend compte qu'il y en a quand même presque des 2/3 qui n'ont pas été mobilisés à J1, un petit peu plus à J2. Il y a une prépondérance qui est quand même assez importante en vertige, en hypotension orthostatique. Et ça, c'est probablement une piste à développer et de recherche pour essayer de diminuer ce genre d'effet indésirable dans notre prise en charge post-opératoire. Et quand on leur demandait d'évaluer leur fatigue sur une échelle de 0 à 100, eh bien on se rend compte également qu'ils étaient plus fatigués à J2 qu'à J1. Sur l'alimentation, alors là, c'était la bonne surprise. Puisqu'en fait, 80% des gens ont déclaré avoir bu le lendemain de l'intervention et que 100 et 80% étaient alimentés par voie orale, que ce soit à J1 et J2, alors que c'était que de la chirurgie digestive. Il y a quand même une présence de nausées importante, et là encore, on retrouve cette présence de nausées surtout à J2. On a l'impression qu'en fait, au bloc opératoire et en post-opératoire immédiat, on anticipe très bien sur les 24 premières heures. Mais que le relais des techniques analgésiques qu'on utilise, que ce soit des locaux régionales ou l'utilisation de morphinique, en fait, s'estompe et qu'en fait, on ne gère pas la douleur à J2, que les relais sont mauvais. Donc en conclusion, par rapport à cette étude pilote, donc, ça nous a incité à continuer à faire cette première enquête. Donc on va mettre en place de manière plus exhaustive, jusqu'à terme on compte inclure 400 patients sur Saint-Joseph. Les critères d'autonomie pour la mobilisation en fait, se dégradent entre J1 et J2. Il y a plus de douleur au repos et à la mobilisation. Moins d'un patient sur 2 est mobilisé avant J48. Or, tous les programmes de réhabilitation disent bien qu'il faut mobiliser le patient le jour même et au plus tard le lendemain d'une intervention chirurgicale. Donc ça, c'est un gros point d'amélioration à mettre en place avec les équipes soignantes. Le fait qu'ils soient tous alimentés oralement a été une agréable surprise pour nous. Et je ne pense pas qu'il y ait eu un biais de recrutement, puisqu'en fait, c'est un petit échantillon. Les équipes n'étaient pas spécialement prévenues, que ce soit chirurgical ou infirmier. Et donc, notre étude pilote confirme l'intérêt de mener une étude plus complète. Je vous remercie.